Bonjour, je suis Marion Martinelli, psychologue dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon au CHU de la Conception à Marseille. Je suis spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales ainsi que dans les thérapies utilisant la pleine conscience, l'acceptation et l'engagement. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la thérapie d'activation comportementale qui est une thérapie essentiellement utilisée dans le traitement de la dépression. Ce cours est fractionné en deux parties. La première partie, c'est une introduction dans laquelle nous traiterons de l'historique de cette thérapie, ses limites, quelques mots concernant les déclencheurs et les renforçateurs de la dépression. Et enfin, je vous parlerai des outils d'évaluation pré- et post-thérapie. Et je finirai par une étude comparative de l'activation comportementale avec d'autres thérapies médicamenteuses ou non médicamenteuses. Cette introduction va durer environ 20 minutes. Dans la deuxième partie de ce cours, je vous présenterai la thérapie sous forme de 4 étapes. La psychoéducation de la dépression, l'analyse fonctionnelle et l'auto-observation. Je vous montrerai comment, à partir du discours du patient, du discours spontané, on peut remplir une grille d'analyse fonctionnelle. Enfin, la planification de l'action et la prévention de la rechute dépressive. Donc, commençons par l'introduction. La thérapie d'activation comportementale a été initialement développée par Lewinson dans les années 70, qui apprenait à ses patients à établir un lien entre leur humeur et leur activité quotidienne. C'est le principe du renforcement positif et du renforcement négatif, qu'on retrouve vraiment comme étant le fil conducteur des TCC de la première vague. Si vous n'êtes pas très au clair avec ce que sont les renforcements positifs et négatifs, pas d'inquiétude, on reviendra dans ce cours sur ces deux notions importantes. Quelques années plus tard, c'est Aaron Beck qui va intégrer à l'activation comportementale un travail de restructuration des pensées. Dans ce qui est thérapie cognitive, il travaillera sur la restructuration des pensées, mais pour le versant thérapie comportementale, il va plutôt faire des prescriptions de comportements agréables. Des comportements programmés à l'avance avec une difficulté progressive. Toutefois, certaines études suggèrent que la composante comportementale serait la partie la plus efficace de la thérapie, comme si elle était le principe actif de cette thérapie. C'est cela qui a récemment engendré vraiment un regain d'intérêt pour cette thérapie-là et sa réactualisation au sein de la troisième vague des TCC. Et donc, enfin, dans la troisième vague, on retrouve l'essence même de la thérapie telle qu'elle a été créée dans les années 70 et enrichie dans les années 90. Par contre, dans les années 2000, c'est Stephen Hayes qui va réutiliser cette thérapie. C'est un des pionniers des thérapies de la troisième vague. Donc, il va la réutiliser, mais cette fois-ci en y ajoutant une recherche active des valeurs de la personne qui va donc engendrer des nouveaux comportements centrés sur ses valeurs, sur ce qui est important pour elle, ce qui donne du sens à sa vie. Donc vous l'avez compris, la recherche des valeurs ne faisait pas partie au départ de la thérapie d'activation comportementale. Celle-ci a été enrichie il y a peu de temps et ça apporte un aspect plus large, plus riche à la thérapie. Néanmoins, nous le verrons lorsque j'aborderai les effets de la thérapie selon la littérature scientifique, mais je vous le dis maintenant pendant que j'ouvre cette parenthèse sur les valeurs, aucune étude comparative n'a démontré qu'il pouvait y avoir un apport significatif de l'intervention centrée sur les valeurs dans le traitement de la dépression par l'activation comportementale. Donc dans ce cours, je ne vais pas parler de cette partie spécifique sur la recherche des valeurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment on réalise une thérapie, cette étape, enfin une thérapie centrée sur les valeurs ou cette étape de recherche des valeurs, je vous encourage à visionner mon cours sur la thérapie d'acceptation et d'engagement qui dure environ 2h30 divisé en 4 parties. Et si ma mémoire est bonne, la recherche des valeurs est présente dans la partie 4/4. Une définition maintenant de cette thérapie d'activation comportementale. Moi, j'ai choisi de vous proposer celle de Sonia Dimijan,
qui est Sona Dimidjan, qui est une femme, docteur en psychologie clinique et professeure de psychologie et de neurosciences à l'Université du Colorado. Elle a orienté sa carrière vers le domaine de la santé mentale des femmes au sein de la sphère familiale, mais aussi de la prévention de la dépression chez les femmes enceintes et les jeunes mamans, en travaillant sur l'image corporelle, la pratique de la pleine conscience et évidemment les techniques d'activation comportementale. Elle décrit cette thérapie, en fait, l'activation comportementale, comme une approche thérapeutique brève et structurée qui augmente l'engagement de l'individu dans des activités adaptées et diminue l'engagement dans des activités qui maintiennent la souffrance dépressive ou qui risqueraient de favoriser la dépression. Par activités qui maintiennent la souffrance dépressive, dans 99% des cas, il va s'agir de comportements d'évitement. L'évitement, ça nous maintient dans la souffrance et tout l'enjeu de la thérapie va résider dans le fait de faire prendre conscience de ça aux patients. Ça doit se faire dans le cadre d'une alliance thérapeutique de haute qualité car il va s'agir de remettre en question finalement un mode de fonctionnement bien ancré chez la personne qui est déprimée, sachant que le plus souvent, les personnes viennent après des années et des années de dépression. On peut même parler d'un fonctionnement très ancré, d'où l'importance d'avoir établi au départ une relation thérapeutique solide, basée sur la bienveillance, le non-jugement et la psychologie positive. Cet évitement, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être éviter le contact avec les autres, éviter de dire ce qu'on a sur le cœur ou encore ne plus s'occuper de son hygiène corporelle, ni de payer ses factures à temps, ne pas chercher à faire valoir ses droits lorsqu'ils sont bafoués. Finalement, en se tenant à l'écart de cette manière, en désinvestissant notre rôle social, en n'assurant pas nos obligations administratives, on évite simplement de passer à l'action. Les choses ne se réglant pas d'elles-mêmes, on peut facilement comprendre que ces situations problématiques au départ vont se maintenir, voire même s'aggraver au fil du temps, si on continue à éviter d'y répondre. La thérapie d'activation comportementale est une thérapie à part entière. Elle est recommandée dans le traitement de la dépression. C'est une thérapie brève, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une vingtaine de séances sur une durée d'environ 2 mois et demi, 3 mois est suffisante pour avoir des résultats significatifs sur l'état du patient, ce qui fait en moyenne 2 séances par semaine d'une durée de 45 minutes à 1 heure. C'est une thérapie visant la sortie du cercle vicieux de la dépression. Et enfin, c'est une thérapie d'engagement vers des actions en accord avec les valeurs de la personne, vers des activités de plaisir et de maîtrise, et de désengagement des activités qui maintiennent l'état dépressif, qu'on pourrait appeler l'évitement. Pour le moment, je vous ai dit beaucoup de bien de cette thérapie, mais comme toute thérapie, elle a aussi ses limites. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, la difficulté de compréhension des bases théoriques du traitement par l'activation comportementale. Celle-ci peut être limitée par un langage moins soutenu de la part du thérapeute qui doit faire preuve d'adaptation et de souplesse concernant cette partie psychoéducative de la thérapie. Ça peut être également des difficultés à donner du sens à ce que l'on fait, à associer un comportement à une valeur. Pour cela, le thérapeute doit faire preuve de patience et de persévérance en reprenant les valeurs que la personne a citées comme des éléments pouvant motiver un changement de comportement et utiliser surtout le renforcement positif. L'intention ici, c'est de concentrer l'attention du patient sur ce qui marche plutôt que de le laisser s'enfermer sur ce qui ne marche pas et les bonnes raisons pour lesquelles il n'y arrive pas. Pour vous donner un exemple, si j'utilise des techniques d'entretien, de résumé, de renforcement, ça donnerait quelque chose du genre vous me disiez la dernière fois que reprendre une activité physique de temps en temps, ça ne pouvait pas vous faire de mal, au contraire, ça ne pouvait que vous faire du bien. Et vous disiez vouloir vous concentrer sur votre santé maintenant. Et là, vous me dites être sorti une fois, marcher autour de chez vous, même si vous aviez prévu de sortir 2 fois.
vous êtes quand même sorti une fois. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes sorti? Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le comportement et la valeur, de renforcer la personne et surtout de focaliser l'entretien sur ce qui marche et pourquoi ça marche. Une autre limite possible de la thérapie, c'est la difficulté d'observance du travail à domicile ou difficulté de réalisation du travail à domicile. L'idée serait alors peut-être de réduire le nombre ou la durée de ces activités, peut-être de les fractionner, mais aussi de les monitorer rigoureusement à l'aide de la tenue d'un journal de bord, par exemple. Également, la présence de mauvais comportements renforçateurs des symptômes dépressifs. C'est le renforcement négatif dont on va parler tout à l'heure. Ici, la nécessité est de questionner ces renforçateurs. Par exemple, en soulevant ouvertement la question de l'attention de mes proches s'améliore vis-à-vis de moi, augmente lorsque j'ai des comportements dépressifs qui apparaissent ou lorsque j'en parle. On peut présenter de cette manière-là en disant vous me dites que lorsque vous dites à votre maman que vous êtes triste et que vous avez des idées noires, elle s'alerte, elle s'inquiète pour vous, elle est plus présente que d'habitude à vos côtés et que sa présence en fait vous fait du bien. J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on s'arrête un moment sur ces faits et qu'on discute ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles sont les autres situations dans lesquelles la présence de votre maman vous fait du bien sans avoir pour autant à parler de votre mal-être? Quelques mots donc du coup au sujet des renforçateurs positifs et négatifs pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux pourquoi on va éviter les renforçateurs négatifs et pourquoi on va essayer d'augmenter le plus possible les renforçateurs positifs. On va commencer par les renforçateurs négatifs. À la base, le renforcement négatif consiste à supprimer un stimulus ou un comportement. Mais appliqué au cas de la dépression, les renforçateurs négatifs, c'est l'ensemble des facteurs qui vont maintenir le patient dans un état dépressif. Et ça, c'est une limite très importante dans la thérapie d'activation comportementale. Mais c'est une limite importante en fait de manière générale dans toutes les psychothérapies. En ce qui concerne le renforcement négatif, dans l'idéal, on cherche à les détecter le plus tôt possible et à les limiter avec l'accord du patient. Ça peut même apparaître dans le contrat thérapeutique. Un exemple de renforcement négatif, ça va être une attention accrue des proches du patient déprimé ou alors les avantages massifs que peuvent avoir les comportements d'évitement. Prenons le schéma présenté ici. Je vais vous guider dans la lecture de ce schéma avec ma souris que vous voyez apparaître ici sur l'écran. Donc, lorsqu'une personne est déprimée, je me mets sur l'humeur négative. Lorsqu'une personne est déprimée, elle réalise généralement peu ou pas de comportements générant du plaisir. Elle passe plutôt son temps à avoir des comportements qui alimentent la dépression, comme ruminer toute seule dans son coin, éviter les contacts sociaux, et tout ceci va diminuer l'humeur. Ou dans le meilleur des cas, ça va maintenir l'humeur à un faible niveau. Le fait d'être déprimé ne l'incite pas à s'activer. Ça va plutôt l'inciter à maintenir l'évitement. Alors, excusez-moi. Ça ne l'incite pas à s'activer, ça va plutôt l'inciter à maintenir l'évitement. Ce qui va s'appeler communément le cercle vicieux que vous voyez ici représenté par la ligne en pointillé. La présence de cette dynamique est là, qui est présente là, a pour conséquence dans la vie du sujet de maintenir ou d'aggraver les symptômes de la dépression. Ceci appliqué à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir que l'attention accrue des proches quand la personne parle de ses idées noires et se plaint qu'elle est malheureuse, qu'elle s'en sortira jamais, en fait, ça agit comme un comportement dépressogène, un comportement qui alimente la dépression. Donc ici, avec la petite flèche en haut,
les comportements qui augmentent la dépression, puisqu'il s'agit tout simplement de ruminer à plusieurs et d'angoisser tous ensemble sur la présence de la maladie. Donc ça va diminuer notre humeur et ça risque de maintenir l'évitement. Cet exemple s'intègre donc parfaitement au schéma. De même, pour le fait de parler, si vous parlez avec votre patient des avantages massifs que peuvent produire les comportements d'évitement. Si ça se fait dans le cadre d'une séance de psychoéducation, ok, vous pouvez parler des comportements d'évitement et de la manière dont ça apporte du confort à la vie de la personne. Parce que dans la psychoéducation de la dépression, c'est parfaitement adapté au contexte. Sinon, pour le reste de la thérapie en tant que telle, le fait d'accorder trop d'importance à ça, à ce type d'argument, c'est le même processus que celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire que ça va vite devenir un piège que de laisser le patient nous lister tous les avantages qu'il a à éviter constamment, qui sont autant de bonnes raisons de ne pas changer. Donc voilà pour le renforcement négatif. Les renforçateurs positifs, eux, sont discutés en séance et encouragés par le thérapeute. Comme nous l'avons fait dans la diapositive précédente, nous allons décrire le même schéma, toujours avec le curseur de ma souris. Donc, lorsqu'on traite un patient par la thérapie d'activation comportementale, donc un patient qui est déprimé, on va agir sur deux choses, que sont les comportements, ici, et les renforcements, ici. En tout cas, les renforcements que les comportements produisent. Concernant les comportements, il va s'agir de favoriser ceux qui amènent à un niveau d'activation chez le sujet et ceux qui génèrent du plaisir. Et de l'autre côté, limiter le plus possible les comportements qui alimentent la dépression, les comportements d'évitement qui consistent essentiellement à rester seul et éviter les contacts avec les autres. Donc l'idée, c'est d'augmenter le niveau d'activation de la personne par des activités de plaisir et de maîtrise et de concentration, lui donner le sentiment, qui est d'ailleurs plus qu'un sentiment, hein, c'est un fait objectif, qu'il reprend sa vie en main, donc ça c'est le renforcement. Donc ça crée naturellement du renforcement positif régulier dans son quotidien et ça va limiter les comportements dépressogènes. Tout ceci a pour conséquence d'améliorer l'humeur du patient, ici, et a pour conséquence de diminuer les symptômes de la dépression. En conclusion, les stratégies d'évitement utilisées de manière récurrente participent au cercle vicieux de la dépression, puisque moins le sujet s'engage dans des actions plaisantes, renforcement positif, moins il a de chances d'en retirer du plaisir. Plus il va éviter ces actions, renforcement négatif, plus le syndrome dépressif est important. En conclusion, les stratégies d'évitement utilisées de manière récurrente participent au cercle vicieux de la dépression. Et là, vous retrouvez la même phrase que celle que je vous ai dit tout à l'heure. Moins on s'engage dans des actions qui génèrent du plaisir, moins on ressent du plaisir avec les coûts que ça génère et les risques que ça demande. Plus on évite ces actions pour éviter les coûts, justement, et les risques qui sont générés, renforcement négatif, plus le syndrome dépressif est important. Toutes les échelles que je vais vous présenter sont bien évidemment validées en français. Parmi celles qui évaluent spécifiquement les compétences dans ce type de thérapie, on retrouve par exemple l'échelle EROS. L'échelle EROS, qui est une échelle qui explore la probabilité, la fréquence et l'intensité de la réponse émotionnelle à des événements plaisants. Ensuite, l'échelle UES, qui elle explore les mêmes dimensions, mais pour les événements aversifs. Ces deux échelles peuvent être utilisées préalablement ou pendant la thérapie pour identifier le fonctionnement comportemental de la personne et affiner le programme de soins, orienter le contrat thérapeutique si c'est nécessaire. Ensuite, on retrouve l'échelle BISBAS,
qui permet d'évaluer l'impact que l'activation comportementale a sur 4 dimensions cliniques, que sont l'initiation comportementale, la recherche de plaisir, la sensibilité à la récompense et l'inhibition comportementale, et d'ajuster le protocole d'activation comportementale en fonction de la dimension prédominante en début de thérapie, avec la limite que les deux systèmes comportementaux qui sont explorés, donc activation et inhibition comportementale, reflètent en fait plus un trait de caractère stable qu'un état dépressif. Donc, a priori, peut-être peu modulable par la thérapie. Attention donc, si vous utilisez cette échelle, vous risquez de ne pas pouvoir mettre en évidence une évolution significative pré- et post-thérapie concernant le patient. Par contre, cette échelle peut être utilisée comme un outil d'appréciation clinique. Et enfin, la dernière échelle, dont la version courte est validée en français et mesure l'initiation et l'évitement de comportement en rapport avec le programme d'activation comportementale au cours de la dernière semaine. Donc cet outil est utilisé plutôt dans le suivi et l'évaluation post-activation comportementale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces échelles sont validées en français, même si leur nom est anglais. Vous pouvez les utiliser. Elles évaluent spécifiquement ce qu'on cherche à travailler dans ce type de thérapie. On va rester sur les données statistiques et les échelles pour dire quelques mots au sujet de l'efficacité de cette thérapie. Au fil des années, de nombreuses études cliniques ont validé l'efficacité de l'activation comportementale dans le traitement de la dépression. Dans la phase aiguë de la maladie, on retrouve une efficacité semblable à celle des antidépresseurs. Alors que sur le long terme, quand on entre dans une phase plutôt de prévention de la rechute, on retrouve une efficacité à long terme de l'activation comportementale supérieure aux antidépresseurs. L'étude comparative de Dondé, Moiran et Carré, publiée dans le journal L'Encéphale, explique donc qu'on a une meilleure efficacité des symptômes de la dépression, une meilleure efficacité de l'activation comportementale sur les symptômes de la dépression que d'autres psychothérapies brèves telles que la thérapie de soutien, la thérapie basée sur la pleine conscience, les techniques de résolution de problèmes ou encore la relaxation par exemple. Alors que pour la TCC classique, on retrouve le même impact sur les symptômes dépressifs de la dépression. L'activation comportementale est comparativement plus efficace qu'une thérapie médicamenteuse seule. Donc, quand on parle de thérapie médicamenteuse, évidemment, on parle d'inhibiteurs de la recapture à la sérotonine pour les états dépressifs légers à modérés. Alors que pour les états dépressifs sévères et la crise suicidaire, ça va être la thérapie médicamenteuse qui obtient les meilleurs effets sur la symptomatologie dépressive. On ne retrouve pas d'apport significatif de l'intervention centrée sur la recherche des valeurs dans la dépression. Je vous en parlais tout à l'heure et je vous le redis ici. C'est aussi ce qui se retrouve donc dans cette étude comparative. On a terminé avec cette introduction. On va donc passer à la partie 2 de la thérapie qui se divise, à la partie 2 de ce cours qui parle de la thérapie et qui se divise en 4 étapes que nous allons détailler un peu plus dans la diapositive suivante. Donc, pour préciser un peu la façon dont on va s'organiser cette partie du cours, voici ce qu'on va travailler avec le patient et qu'on va chercher à obtenir comme résultat. La première étape consiste à comprendre la maladie. Donc, c'est une thérapie axée sur un point très important qui va être la psychoéducation de la maladie, la dépression. L'étape numéro 2, qui vient juste après la psychoéducation, c'est l'utilisation répétée de l'analyse fonctionnelle. C'est le fait de repérer les moments de notre vie au cours desquels nos réactions automatiques, ici dans la dépression, on parlera essentiellement de l'évitement, ne nous aident pas à sortir de la dépression.
C'est le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure avec le renforcement négatif. Il s'agit d'apprendre tout simplement à mieux se connaître en appréhendant avec plus de justesse son fonctionnement automatique. Au cours de l'étape 3, on apprend à affronter les situations difficiles plutôt que de continuer à les éviter. Il s'agit là de gagner en maîtrise de sa vie par l'expérimentation directe. Et enfin, l'étape 4 de consolidation des acquis, au cours de laquelle on va aborder les situations à risque qui peuvent nous exposer à une éventuelle rechute dépressive et sur les manières de pouvoir s'en protéger. C'est donc ici un travail de prévention de la rechute qui va s'établir entre le patient et le thérapeute. Vous remarquerez qu'à aucun moment dans cette thérapie, je vous propose une étape centrée sur la recherche des valeurs, parce que je vous le disais en introduction, même si la thérapie telle qu'elle existe aujourd'hui propose une ou plusieurs séances dédiées à la recherche des valeurs, aucune étude comparative n'a démontré qu'il pouvait y avoir un apport significatif de cette intervention. Donc dans ce cours, je ne vais pas parler de la partie sur la recherche des valeurs. Par contre, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visionner le cours que j'ai réalisé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, et notamment la partie 4 sur 4, qui traite de la recherche des valeurs. Donc, on va commencer par la première étape, la psychoéducation de la dépression. Cette première étape de la thérapie, qui consiste en de la psychoéducation du trouble dépressif, je ne vais que brièvement la présenter, car si vous souhaitez, vous pouvez regarder pas mal de vidéos sur YouTube sur la psychoéducation de la dépression. Comment est-ce qu'on aborde avec le patient ce thème important. Je vais quand même vous présenter les axes principaux en essayant d'aller à l'essentiel. L'intention ici, c'est de comprendre comment fonctionne la dépression et plus particulièrement la relation de cause à effet qu'il existe entre l'activité, ce que je fais, et l'humeur, comment je me sens. L'intention est donc de mieux me connaître, tout simplement. Comment fonctionne la dépression? Pour répondre à cette question, on va parler du modèle biopsychosocial qui a été mis en évidence par George Engel, qui est un psychiatre américain reconnu comme l'un des créateurs de la médecine psychosomatique moderne et donc du modèle biopsychosocial. Il a créé ce modèle vers la fin des années 80 et en fait c'est plutôt une approche théorique et pratique qui prend en compte des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques pour expliquer la survenue des pathologies. Cette approche est une approche très pertinente dans le modèle d'explication des troubles mentaux, mais également dans les troubles somatiques, tels que les douleurs chroniques, les maladies cardiovasculaires, etc. On dit d'ailleurs que ce modèle est le modèle médical le plus abouti dont nous disposons à ce jour. Le modèle biopsychosocial, c'est un ensemble d'hypothèses explicatives de la santé en général, considérant les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sur un même pied d'égalité dans un système de causalité complexe, multiple et circulaire. Donc c'est un modèle biopsychosocial qui, lorsqu'il est bien compris et correctement intégré dans la thérapie, qui est un outil diagnostique et thérapeutique puissant, applicable à de nombreuses problématiques de santé mentale et physique. Donc, je vous encourage vraiment à vous intéresser de près à ce modèle-là si vous souhaitez l'utiliser comme un réel outil thérapeutique à part entière. Dans la psychoéducation de la dépression, on va chercher à connaître les facteurs de stress, qui sont le plus souvent multifactoriels. Mais si on devait en citer que quelques-uns, sachant que la liste ne serait pas forcément exhaustive, ce seraient les suivants. Le stress physique, comme par exemple une maladie, un accident, un handicap physique qui survient, même si celui-ci est transitoire. On a également le stress psychologique, qui peut être un traumatisme ou un conflit psychique. Le stress relationnel, des tensions, des disputes. Le stress physiologique, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation. Le stress hormonal comme la ménopause ou le postpartum.
les consommations de toxiques, alcool, drogue, caféine. Et tout ceci va potentiellement engendrer dans le cerveau des bouleversements neurophysiologiques nécessitant parfois l'intervention d'un traitement médicamenteux qui peut être un stabilisateur de l'humeur pour rétablir cet équilibre neurophysiologique dans le cerveau. Si votre patient est sous antidépresseur, n'hésitez pas à aborder ça avec lui en le questionnant sur sa consommation exacte, comment ça agit sur lui, qu'est-ce que ça lui apporte comme bénéfice dans sa vie et s'il souffre d'effets secondaires liés au traitement. Dans l'idée de connaître donc de comprendre la façon dont la dépression agit, on va essayer de chercher à connaître les facteurs déclencheurs et précipitants. Connaître les situations qui déclenchent le stress chez nous, qui diminuent notre humeur, qui nous font doucement glisser vers la dépression. D'abord par notre difficulté, voire notre incapacité à y réagir de manière adaptée, et donc par notre manière à nous embourber dans des cercles vicieux. Donc voici le schéma ci-dessous qu'on va voir ensemble. C'est comme une mini-analyse fonctionnelle pour illustrer mes propos. Donc vous avez un élément stresseur, imaginons par exemple un stress au travail, qui va générer tout un tas de pensées. Je suis complètement dépassée, j'y arriverai jamais. Et des émotions, j'ai peur du regard des autres, de ne pas y arriver, je suis très angoissée, etc. Et un comportement tout à fait inadapté qui va être de fumer un joint. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le fait de fumer un joint ou même une cigarette va générer un cercle vicieux puisque ça ne va pas nous aider à régler le problème de départ. Donc au contraire, ça peut soit le maintenir, soit l'aggraver. Les facteurs déclenchants ce sont donc les stresseurs, et les facteurs précipitants, ce serait plutôt la manière dont ces stresseurs nous impactent et la façon dont on y répond. Quelques mots sur ce que peuvent être les facteurs déclencheurs de la dépression. Cette diapo fait forcément un lien avec les facteurs de stress qu'on vient de voir tout à l'heure, puisqu'on les appelle facteurs déclencheurs, tout simplement parce qu'ils déclenchent du stress dans l'organisme de la personne qui est concernée. Donc, ces déclencheurs, ça peut être un facteur historique, comme par exemple la date d'anniversaire d'une rupture amoureuse ou la date d'anniversaire de la mort d'un proche. Ça peut être un élément actuel de notre vie, des problèmes au travail, le manque d'argent, un handicap qui survient. Ça peut être un facteur externe, une critique, des conflits relationnels, ou interne, des ruminations, la réminiscence d'un événement traumatique, ou encore la recrudescence de comportements relatifs à une addiction. Si ces événements stressants, qui étaient au départ des événements ponctuels, reviennent trop régulièrement à l'esprit du patient en faisant diminuer son humeur et l'empêchant de faire ce qui doit être fait pour mener une vie satisfaisante, ça veut dire que ce stresseur aigu est devenu chronique. Et forcément, vous le savez, c'est à partir de ce moment-là que ça devient inquiétant. Dans la deuxième partie de la thérapie, on va parler de l'analyse fonctionnelle pour apprendre à mieux se connaître. Donc l'analyse fonctionnelle, elle a pour but de faire remarquer les comportements d'évitement et leur lien avec l'humeur dépressive, de faire réaliser des fiches d'auto-observation à remplir au fil des séances et d'identifier les conséquences à court et à long terme de nos comportements, quels qu'ils soient. Donc, ces trois parties de l'analyse fonctionnelle, on va les détailler maintenant le plus finement possible. Donc, prenons la première partie. Remarquer les comportements d'évitement et leur lien avec l'humeur dépressive. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes patientes que j'appellerai Madame M. Donc, Madame M souffre d'un trouble anxieux-dépressif depuis plusieurs mois.
Actuellement, elle est en arrêt de travail depuis que sont survenues sur son lieu de travail des attaques de panique. Elle décrit des angoisses quand elle pense au travail, quand elle voit quelque chose qui lui fait penser au travail, une personne qui ressemble à un collègue de travail, une publicité à la télévision, etc. Pour le moment, en tout cas au moment où moi je l'ai en thérapie, ni elle ni son médecin psychiatre n'envisagent une reprise professionnelle, ni même une reconversion, parce que la symptomatologie anxio-dépressive est trop envahissante. Madame M présente à l'entretien clinique des comportements un petit peu particuliers parce qu'elle semble coupée de ses émotions. Elle a une grande difficulté à décrire ce qu'elle ressent et même au niveau de son visage, les expressions faciales sont assez figées. Donc quand elle arrive dans mon bureau, on fait quelques séances et puis on parle des difficultés qu'elle peut avoir au quotidien. Elle m'explique: la contrainte est difficile à supporter. Je n'ai pas envie de me lever le matin pour aller au travail, puisque je risque d'arriver en retard, de ne pas savoir quoi dire aux gens, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on me demande de faire, et d'avoir, comme d'habitude, des difficultés à comprendre et à mémoriser les consignes qu'on me donne. Donc, au travail comme à la maison, je procrastine, j'évite de prendre des décisions par moi-même, j'évite les autres et les responsabilités. Je préfère ne pas aller travailler, c'est plus simple. En plus, je suis moins anxieuse quand je reste à la maison. Par contre, je suis toujours aussi déprimée, je suis lasse, je ne fais rien. Donc, on va récupérer le discours de la patiente et on va souligner en vert les comportements d'évitement. Je procrastine, j'évite. Le renforcement négatif, je suis moins anxieuse quand je reste à la maison. Donc ça, c'est du renforcement négatif. Je vous disais tout à l'heure, le renforcement négatif, ça peut être les avantages qu'on a à rester dans l'évitement. Donc là, être moins anxieuse, c'est un avantage. Donc c'est du renforcement négatif. Et le maintien de la dépression, par contre, je suis toujours aussi déprimée, je ne fais rien. Donc on va le retrouver de cette manière-là, un peu plus visuel, mais c'est exactement la même chose que ce que vous venez de voir. En vert, les comportements d'évitement, en marron, les renforcements négatifs qui mènent au maintien de la dépression. Donc, si on revient à l'intérêt de l'analyse fonctionnelle qui est de faire remarquer aux patients les comportements d'évitement et leur lien avec l'humeur dépressive, symbolisé donc par l'apparition de cette flèche rouge, on peut reprendre le discours de Madame M pour lui faire remarquer que son choix d'éviter d'aller au travail la maintient dans un état dépressif. Mais comment s'y prendre concrètement? On ne va pas faire les 3 couleurs et écrire forcément ce qu'elle dit. Par contre, on peut utiliser des techniques d'entretien pour faire remarquer une ambivalence ou une incohérence dans le discours du patient. La technique la plus simple à utiliser, c'est encore celle du reflet double. On va reprendre mot pour mot les éléments du discours de la patiente, on va les reformuler de manière à mettre en évidence cette ambivalence. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Personnellement, lorsque je suis en entretien avec un patient, je note ce que la personne me dit par écrit, parce que j'ai la chance de taper très vite à l'ordinateur. Donc, si je sais que je vais réaliser une analyse fonctionnelle parce que l'entretien s'y prête ou que je suis à cette étape-là de la thérapie, j'écris mot pour mot ce que me dit le patient, ce qui va me permettre ensuite de reprendre avec exactitude les mots qui ont été utilisés sans les déformer. Mais bon, si vous avez une très bonne mémoire ou que vous notez bien les mots-clés, ça revient au même, c'est aussi très bien. Le thérapeute peut donc refléter de manière double ce que dit la patiente de la manière suivante. Donc là, je mets en marron, orange-marron, ce que je vais utiliser pour refléter ce que dit la patiente. Par exemple, vous me dites que lorsque vous êtes au travail, vous évitez les autres et les responsabilités. Et même si ça vous permet d'être moins anxieuse, rester à la maison vous rend toujours aussi déprimé car vous ne faites rien.
Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de reformulation, je vous encourage aussi à visionner sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil le cours de ma collègue Nathalie Parola qui s'intitule l'entretien motivationnel, parce qu'il existe plein d'autres techniques de reformulation. Donc, on peut faire remarquer à l'oral le lien entre évitement et humeur. Mais comme je vous le disais en introduction de ce cours, on peut aussi utiliser des analyses fonctionnelles, des grilles d'évaluation clinique. Ici, je vais utiliser la grille CK pour réaliser l'analyse fonctionnelle, mais il en existe beaucoup d'autres. Personnellement, j'aime beaucoup celle-là parce que je la trouve très facile d'utilisation. Donc voici cette grille d'analyse fonctionnelle telle qu'on la retrouve souvent dans les manuels de TCC. Celle-ci est tirée d'un livre de Jean Cotreau. Par contre, j'ai pris sur le site internet tccapprendre-la-psychologie.fr. Donc que vous voyez écrit en bas de la page. Et d'ailleurs, je vous recommande ce site internet car il est vraiment très bien fait. Donc ici, je vous montre ce à quoi ressemble une analyse fonctionnelle en théorie et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit en pratique, case par case, cette analyse-là, enfin ce type de schéma. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie, donc si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on remplit une grille d'analyse fonctionnelle étape par étape, n'hésitez pas à aller vous renseigner dans les livres ou sur YouTube, vous trouverez pas mal d'informations à ce sujet. Donc voilà, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment au sujet de Madame M, nous allons pouvoir remplir ces cases de la manière suivante. Donc la situation, c'est que Madame M, à son réveil, doit se préparer pour aller au travail, chose qu'elle anticipe déjà préalablement en se disant « je ne vais pas savoir quoi dire aux autres, je ne vais pas comprendre les consignes qu'on va me donner, ça va être vraiment compliqué ». Les émotions qui en découlent, c'est le manque d'envie d'aller au travail et la peur du regard des autres, forcément. Le comportement, ça va être un comportement d'évitement. Finalement, je ne vais pas aller au travail, je vais rester chez moi. Du coup, comme le fait de rester chez soi ne règle pas le problème de la difficulté à aller au travail, va s'établir naturellement un cercle vicieux ici, symbolisé ici. On retrouve également les pensées liées à cette situation. Je ne suis pas à la hauteur. Et la signification que ça a pour elle, elle va se voir comme quelqu'un de faible, d'incapable, comme une loque. Les conséquences de cet évitement, de ce comportement, c'est que finalement, je fais rien. Je suis moins anxieuse, c'est vrai, mais je suis toujours aussi déprimée. Donc, diminution de l'anxiété et maintien de la dépression. Et on remarque aussi que les pensées de « je ne suis pas à la hauteur » sont liées à un schéma cognitif très ancré dans le fonctionnement de Madame M, qui est les idéaux exigeants, avec une éducation assez rigide, une importance accordée au travail, à l'esprit de compétition, à toujours faire mieux et plus. Ce qui va nous intéresser dans cette analyse fonctionnelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète, c'est de faire remarquer aux patients le maintien de la dépression, ici que je vous ai encadré en orange. Donc, on a fait la première partie, remarquer les comportements d'évitement et leur lien avec l'humeur dépressive. On fait maintenant la deuxième partie, c'est réaliser des fiches d'auto-observation à remplir au fil des séances. Donc maintenant que la patiente et moi-même, on a bien mis en évidence les liens entre les comportements d'évitement et l'humeur, l'idée c'est de passer à l'étape suivante d'auto-observation. Et la patiente va donc mettre en pratique cette compétence à travers un outil simple des colonnes de Beck. Généralement, on utilise ça pour observer seul cette fois-ci, durant les jours qui vont séparer deux séances, nos propres cercles vicieux, ceux qui se mettent en place au cours de la journée, quand on est seul ou pendant nos interactions sociales, au travail, à la maison, etc. Si le ou la patiente ne remplit que partiellement les cases ou qu'elle ne place pas les bons mots dans les bonnes cases, c'est vraiment pas grave du tout. Tout ça pourrait être repris au cours d'une séance. Et c'est pas nécessaire d'être vraiment pointilleux sur le fait de mettre l'émotion dans la case des émotions, les pensées dans la case des pensées, coûte que coûte.
En fait, l'important, c'est surtout de s'assurer que le patient retire un bénéfice de cet exercice, qu'il parvient en fait à affiner ses compétences d'auto-observation et que ça lui permet de mieux identifier les conséquences à court et à long terme de ses comportements, qui va être donc l'étape suivante. Donc, mais avant de passer à l'étape suivante, on termine avec celle-ci. Pour affiner la capacité d'auto-observation, on peut également lister en séance. On peut également détailler encore plus en demandant aux patients quels sont les comportements d'évitement qui sont mis en place. Est-ce qu'il va s'agir de reporter régulièrement à plus tard les décisions que l'on doit prendre ou d'utiliser une personne ressource qui va systématiquement nous aider, nous accompagner au cours de peinture ou chez le psychologue. Ça peut être consommer de l'alcool ou de la drogue pour nous donner du courage ou faire les choses qui doivent être faites. Ou encore le fait de se tourner vers les livres de développement personnel ou l'astrologie avant de prendre une décision, par exemple. Des comportements d'évitement, vous avez compris, il y en a énormément. Des situations, en tout cas, des personnes qui nous font éviter, et les comportements d'évitement, il y en a énormément. L'intention ici, c'est de trouver ceux qui sont utilisés régulièrement par le patient pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être de pouvoir discuter les coûts et les avantages de cet évitement pour lui. Et évidemment, de prendre conscience que ce qui nous fait opter systématiquement pour l'évitement, c'est la présence d'une émotion, que ce soit la peur, la tristesse, la colère. Une partie de l'explication réside dans une mauvaise gestion de l'émotion de la part du patient qui va toujours aller vers le même type de réponse comportementale appelée l'évitement. On passe donc à la troisième et dernière partie de cette analyse fonctionnelle. Pour pouvoir identifier facilement les conséquences à court et à long terme d'un comportement récurrent chez votre patient, je vous propose cet exercice très simple à faire durant une séance de thérapie, exercice dans lequel il s'agit de s'interroger sur les coûts que le comportement cité produit en termes de temps, d'argent, d'image personnelle, de relations sociales et en termes de santé. Vous pouvez proposer à la personne d'utiliser un continuum allant de moins à plus, par exemple. Et donc de situer pour chacun des comportements, là on a pris ne pas aller au travail, ce que ça coûte pour, sur ces 5 points. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étape spécifique de la thérapie, n'hésitez pas à aller visionner la 4e partie de la thérapie ACT sur YouTube, réalisée par moi-même en tapant mon nom dans la barre de recherche, où là je vais détailler beaucoup plus cette partie-là avec des exemples qui sont plus approfondis. La 3e étape de la thérapie consiste en la planification d'action. C'est dans le but de cesser l'évitement, de maîtriser sa vie par l'expérience directe. Un plan d'action thérapeutique est défini en fonction de ce qui marchait avant, les anciennes activités de plaisir qu'on a abandonnées, choisir ce dans quoi la personne veut s'investir, le découper en sous-objectifs. Elle est définie en fonction des objectifs de vie, des valeurs de la personne dans les différents domaines de la vie. L'idée, c'est d'augmenter la probabilité de survenue de ces comportements, c'est-à-dire de faire du renforcement positif avec un engagement plus profond. Et des facteurs précipitant la dépression en diminuant la probabilité de survenue des comportements qui vont renforcer la dépression, le renforcement négatif, avec un désengagement vers les activités qui maintiennent l'évitement, qui maintiennent l'inactivité et donc la symptomatologie dépressive. L'idée est évidemment de graduer tout cela selon la difficulté pour casser le cercle vicieux de l'inactivité. En pratique, comment ça se passe? On va reprendre les 3 éléments qu'on vient de citer, ce qui marchait avant, ses objectifs de vie et les facteurs précipitants. En donnant des exemples concrets, je vais vous donner des exemples qui correspondent vraiment à la vie de
oui, à la vie de Madame M, donc ma patiente, à ses projets et à ses besoins. Concernant ce qui marchait avant, elle va choisir de remettre en place l'activité de marche, à faire des balades dans la nature. Concernant ses objectifs de vie, elle voudrait se débarrasser de vieilles affaires en vue de déménager pour un logement plus petit, moins contraignant et moins coûteux. Et concernant les facteurs précipitants, Madame M voudrait s'engager à aller au travail même quand elle va pas bien, même si c'est pour y rester peu de temps. Il est possible que l'activité qu'on remet en place, donc ici la marche, ne soit pas aussi plaisante qu'avant. Donc là, l'idée c'est que la patiente, même si elle vous fait cette remarque, de lui faire en fait du renforcement positif et surtout de lui expliquer que l'objectif premier n'est pas de ressentir du plaisir. L'objectif premier, c'est de s'activer. Donc, comment graduer ces difficultés pour casser le cercle vicieux de l'inactivité? Tout simplement en fractionnant les activités en sous-objectifs à réaliser et à prévoir dans un planning. Donc, pour la marche, on va proposer peut-être de commencer par une fois par semaine. Là, pour ma part, en tout cas, dans la thérapie, c'est la patiente elle-même qui a proposé de commencer tranquillement par une fois par semaine. Pour la deuxième colonne, les objectifs de vie, ça va être de commencer par une pièce de la maison, mais vous pouvez fractionner encore plus en parlant d'une armoire présente dans une pièce de la maison, par exemple, ou voire même d'une partie de l'armoire. Et pour se rendre au travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même si c'est que pour 1 ou 2 heures et qu'on revient après chez soi. Donc l'étape suivante, c'est de projeter concrètement tout ça dans un planning. Donc de noter quand même que la planification doit être souple et pouvoir intégrer les imprévus. Donc ce tableau d'enregistrement, donc ce planning, vous pouvez le complexifier, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, n'hésitez pas à être créatif, vous pouvez rajouter des notes d'humeur entre -10 et +10 pour chaque moment de la journée ou alors après chaque activité ou même heure par heure. Vous pouvez aussi attribuer une note de plaisir ou une note d'accomplissement personnel entre 0 et 10 pour chaque activité qui a été réalisée. En tout cas, ce remplissage du planning, quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, a de nombreux intérêts et de nombreux avantages, tels que le fait, par exemple, d'observer finement la façon dont les journées s'organisent chez le patient. Ça a aussi pour avantage d'avoir des attentes réalistes en fonction du niveau d'activité de celui-ci, de vérifier l'équilibre entre les activités plaisantes et les activités d'accomplissement, mais également de vérifier l'équilibre entre les activités qui vont donner de l'énergie, qui vont nourrir la personne en énergie, et les activités qui vont lui pomper son énergie, la fatiguer. Ça a aussi pour intérêt de contrecarrer les pensées telles que je ne fais rien, puisque on remarque que la personne fait des choses. Elle se réveille, elle regarde un peu la télévision, elle finit par aller se laver les dents. Même si ce sont des petites choses, ça permet de faire du renforcement positif et d'avoir une vision plus réaliste de ce que l'on fait concrètement. Et enfin, d'indiquer le moment où les efforts sont mobilisés et mobilisables. Un point important à aborder, c'est l'importance de réévaluer constamment les obstacles et de les discuter en séance. Par exemple, il est possible que l'activité que l'on remet en place, donc dans notre exemple, on parlait de la marche, ne soit pas aussi plaisante qu'avant ou pas aussi plaisante qu'on l'aurait souhaité. Si la patiente fait cette remarque, il est important de lui souligner que le fait de prendre du plaisir n'est pas l'objectif premier. Le but, c'est vraiment de s'activer. Dans les obstacles, on retrouve également la difficulté à donner du sens à ce qu'on fait, à accorder à un comportement une valeur. En tant que thérapeute, il ne faut pas hésiter à encourager et renforcer le patient puisque dans l'immédiat, on ne trouve vraisemblablement pas les ressources pour le faire. Donc j'ouvre une parenthèse, mais une idée pour favoriser la diffusion avec les pensées négatives chez le patient déprimé, ce serait de systématiquement commencer les entretiens par ce qui a été positif durant la semaine précédente, si vous le voyez chaque semaine. Ce
qui a bien fonctionné, ce qui est intéressant à garder à l'esprit. Sinon, pour donner du sens à ce qui est fait, l'intérêt, c'est vraiment de reprendre la liste des valeurs et de renforcer le patient. On retrouve parmi les obstacles possibles aussi la difficulté de réalisation du travail à domicile. Donc l'idée serait alors peut-être de réduire, de monitorer rigoureusement à l'aide d'un journal comme celui qu'on vient de voir, et puis de noter ce qui a été positif et ce qui est à améliorer. La présence de mauvais renforcements compensateurs peut être aussi des obstacles à discuter en séance. Et l'intérêt ici, pour le thérapeute, ça serait de réutiliser le tableau des coûts qu'on a vu tout à l'heure, temps, argent, image de soi, etc., etc. De faire du renforcement positif et d'utiliser le reflet double pour mettre en évidence l'ambivalence du patient par rapport à tout ça. Afin d'évaluer les obstacles encore présents, vous pouvez aussi utiliser les questions suivantes. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça n'a pas fonctionné comme prévu, que vous n'avez pas pu réaliser telle tâche à domicile comme prévu? Est-ce que c'est le temps qui n'a pas été bien estimé? Est-ce que c'est la quantité d'énergie demandée pour la réalisation de cette activité? L'objectif était peut-être trop élevé ou inapproprié compte tenu de la situation. Le plan d'action général permettait-il un maintien de cet équilibre entre les activités de plaisir et les activités plus exigeantes qui demandaient de la concentration? Je vous propose pour finir avec cette étape-ci de la thérapie un agenda de séance, même plusieurs agendas de séance pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la thérapie sur plusieurs séances. Par exemple, voici l'agenda d'une première séance qui va consister d'abord à faire une revue des tâches à domicile en questionnant les bénéfices et les coûts de ce travail, puis prendre conscience de ce qui a été facile puis difficile durant la semaine, prendre le temps de questionner les obstacles. Le thème de la première séance, ici, ça serait par exemple la mise en place d'un contrat thérapeutique, symbolisé par le carré violet, et réaliser ce contrat grâce à des techniques bien précises qui sont utilisées, comme par exemple l'identification d'un objectif que l'on va découper en sous-objectifs, classer du plus simple au plus difficile et programmer dans le planning. Donc, les techniques symbolisées par le rond orange. Il y a entre ces séances donc un dénominateur commun et des spécificités. Le dénominateur commun, c'est la revue des tâches à domicile. Vous retrouvez cette étape systématiquement car elle est vraiment indispensable dans l'avancée de la thérapie. Chaque séance possède un thème précis, parfois défini à l'avance, parfois qui vient tout seul selon la problématique apportée par le patient. Ça peut être par exemple travailler sur la recherche des valeurs ou lister les personnes ressources. Et ce qui diffère à chaque séance, ce sont les techniques utilisées qui sont symbolisées par les ronds orange. Ça peut être apprendre des techniques d'affirmation de soi, ça peut être la méthode du planning qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des techniques de relaxation ou de méditation qu'on va apprendre aux patients, la restructuration des pensées, les biais cognitifs, etc. Sur Internet, vous trouverez aussi des guides d'activation comportementale avec pas mal d'outils techniques et d'astuces à utiliser durant les séances. Par exemple, celui-ci que j'ai trouvé intéressant, qui consiste à donner 3 éléments à considérer lorsqu'on veut changer un comportement. Donc, par exemple, s'engager autant que possible dans l'activité. On dit concentrez-vous sur ce que vous faites plutôt que sur des événements passés ou des événements éventuels du futur. Évitez d'évaluer les résultats de l'expérience lorsque celle-ci est en cours. Quand vous cherchez à déterminer si l'expérience fonctionne ou non, vous n'êtes pas engagé dans ce que vous faites. Vous êtes dans le futur. Et enfin, repérer l'expérience. Répéter l'expérience. Les bons chercheurs répètent leur expérience puisque les résultats peuvent varier d'une fois à l'autre. Donc, nous recommandons d'essayer au moins 3 fois avant de se prononcer.
Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Quand je prescris des exercices à faire à domicile, je leur demande toujours de le faire 3 fois euh, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Là, par exemple, pour la marche, éventuellement, j'aurais proposé à la patiente d'essayer de le faire 3 fois, puisque une fois, c'est pas forcément suffisant. Mais si elle l'a fait une fois, je vais la renforcer en lui disant qu'elle a pris soin d'elle, elle a été vers un comportement qui s'est engagé vers le prendre soin d'elle et que ça, c'est très important à retenir. Pour la quatrième et dernière partie de la thérapie, je vais vous présenter sous forme d'une liste de choses que l'on peut proposer en séance pour consolider les acquis et prévenir la rechute dépressive. Tout d'abord, la plus importante de toutes, c'est de constamment vérifier dans le planning du patient la façon dont il organise sa vie et de vérifier l'équilibre entre les activités de plaisir qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent du plaisir, et les activités de maîtrise qui nous donnent un sentiment d'accomplissement personnel et d'efficacité, même si ça a un coût en termes d'énergie et de concentration. Et cela souligne dans la thérapie l'importance de savoir se récompenser. Donc, se récompenser par des activités régulières de plaisir, mais aussi se récompenser en prenant le temps chaque soir de noter ce qui a été accompli avec justesse dans la journée, se féliciter de l'avoir fait, de noter les axes à améliorer pour ce qui n'a pas été suffisamment pertinent ou profitable, et de noter qu'il est important de savoir arrêter l'activité quand celle-ci devient trop épuisante. Donc si on revient à la liste des choses que l'on peut faire pour consolider les acquis et prévenir la rechute, il y a aussi la possibilité de faire le bilan régulièrement de la journée, faire le bilan de la semaine, ce qui a été accompli avec justesse et les axes à améliorer, se féliciter, apprendre à demander de l'aide en ciblant 2 ou 3 personnes ressources, savoir dire non et arrêter l'activité quand celle-ci devient trop épuisante. Et si une tâche prend moins de temps que prévu, en profiter pour s'accorder un moment plaisant. Et enfin, toujours penser en termes d'objectifs à court terme, le but étant de se remettre en action et non de se débarrasser de la dépression ou de l'anxiété. Le cours se termine donc sur cela. En termes de conclusion, je vous propose de réfléchir au fait que l'activation comportementale pourrait en fait tout à fait être utilisée dans d'autres pathologies psychiatriques que la dépression, telles que par exemple la personnalité évitante, les symptômes négatifs de la schizophrénie ou encore dans certains troubles anxieux dans lesquels l'évitement est central, tels que l'anxiété sociale ou la phobie sociale. On retient également que cette thérapie peut être adaptée au groupe et d'ailleurs elle est déjà validée de cette manière-là. Et enfin, cette thérapie et sa méthode d'intervention mériteraient vraiment de pouvoir être adaptées et développées via des thérapies à distance, en téléconsultation par exemple. Je pense à toutes les personnes qui vivent dans des lieux, des régions en France où l'offre de soins n'est pas très riche, aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles pour des raisons diverses et variées. Dans de nombreux cas, la thérapie d'activation comportementale à distance pourrait être intéressante. Et même, pourquoi pas, intégrer à ça l'utilisation d'objets connectés. Ce cours sur la thérapie d'activation comportementale est donc terminé. Si vous êtes intéressé par d'autres cours de psychothérapie tels que celui-ci, je vous propose d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil et de vous y abonner. N'hésitez pas aussi à pratiquer la méditation, la relaxation tous les jours de la semaine à midi pile avec nous sur cette chaîne et d'interagir en ligne avec l'intervenant du jour. Merci à tous pour votre attention.